Bonjour, alors nous nous retrouvons pour une nouvelle séance consacrée à Robert Desnos et plus particulièrement à cette période de la vie de Robert Desnos dominée par sa passion à la fois dévorante et pathétique, selon un de ses propres mots, pour la chanteuse Yvonne Georges. Alors vous vous rappelez que la dernière fois nous avions évoqué le poème « J'ai tant rêvé de toi ». J'aimerais aujourd'hui évoquer un autre poème qui figure dans la même suite de poèmes adressés donc à cette mystérieuse, une mystérieuse, on comprend qu'il s'agit d'Yvonne Georges, j'y reviendrai, mais avant de lire avec vous ce poème, je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous dire deux choses assez importantes, donc je vais commencer par y revenir. Tout d'abord, je voulais vous parler de ce livre, tout à fait remarquable, un livre de Yann Verdeau qui s'intitule « Dans bien longtemps, tu m'as aimé ». Et on reconnaît là un vers de Robert Desnos. Alors, ce livre est assez étrange, je ne sais comment le définir. On pourrait dire d'un côté qu'il s'agit d'un roman, un roman d'amour entre le narrateur et l'héroïne, mais aussi bien ce livre est l'occasion d'une sorte de rêverie sur la vie et l'œuvre de Robert Desnos. Et cela donne lieu à des pages que j'ai trouvées extrêmement sensibles, très subtiles, très documentées aussi sur Robert Desnos. Je trouve surtout que ce livre a le grand mérite de nous rendre sensibles à tout ce que, à la fois la vie, mais aussi l'œuvre de Robert Desnos a de tout à fait émouvant, voire bouleversant, quand on pense à ces derniers jours. Donc je vous en recommande vraiment vivement la lecture, même s'il ne s'agit pas d'un livre de critique universitaire. Néanmoins, c'est une approche d'une part très rigoureuse et sans doute plus facile d'accès que certaines études un peu austères. Donc vraiment, j'insiste sur ce livre dont je suis sûr que la lecture vous plaira. La deuxième chose, cela concerne le sous-titre que j'ai donné à ces séances, à savoir « De l'étoile de mer à la sirène ». Et je ne me suis pas expliqué sur ces deux motifs, l'étoile de mer, la sirène. Alors j'y reviens. L'étoile, oui, l'étoile, c'est Yvonne Georges, on le comprend en pensant au mot anglais. Yvonne Georges est une star de la chanson, donc c'est une étoile. Mais alors, pourquoi de mer? Et c'est là qu'il me faut parler de la passion de Robert Desnos pour la mer, pour l'univers maritime, et ce depuis l'enfance. Mais il s'agit d'une mer, je dirais, fantasmée, idéale, littéraire. Ça n'est pas en ayant vu la mer que Robert Desnos a rêvé de cet espace, mais c'est en l'ayant lu. Alors, il s'en explique dans un texte autobiographique qu'il a publié durant sa période surréaliste. C'est un texte qui coïncide d'ailleurs tout à fait avec sa passion pour Yvonne Georges, un texte de 1926 auquel il a donné un titre clairement emprunté à Musset, qui avait écrit un roman du même nom, à savoir « Confession d'un enfant du siècle ». Et dans ce texte assez court, Robert Desnos revient sur quelques épisodes de son enfance, et particulièrement sur des épisodes de son enfance qu'il lie à sa découverte de la sexualité. Et j'aimerais lire avec vous le début de ce texte que je crois très éclairant, et on comprendra mieux pourquoi Yvonne Georges suscite ces images de l'étoile de mer d'une part, du naufrage corps et biens d'autre part. Alors je me réfère à ce remarquable ouvrage, Les œuvres de Robert Desnos, publié chez Gallimard dans la collection Quarto. C'est un ensemble qui a été réuni par la grande spécialiste du poète, Marie-Claire Dumas, qui a vraiment consacré toute sa vie à étudier et faire connaître l'œuvre de Robert Desnos. Et c'est un travail tout à fait admirable qu'elle a accompli là, puisque non seulement il y a les textes principaux de Robert Desnos, mais il y a aussi une iconographie extrêmement riche qui éclaire beaucoup les textes, il me semble. Enfin, pour l'instant, je vous lis donc ces premières lignes du texte nommé « La confession d'un enfant du siècle ». Je jouais seul. Mes 6 ans vivaient en rêve. L'imagination nourrie de catastrophes maritimes, je naviguais sur de beaux navires vers des pays ravissants. Les lames du parquet imitaient à s'y méprendre les vagues tumultueuses, et je transformais à mon gré la commode en continent et les chaises en île déserte.
traversée hasardeuse. Tantôt le vengeur s'enfonçait sous mes pieds, tantôt la méduse coulait à fond dans une mer de chaînes encaustiquée. Je nageais alors à force de bras vers la plage du tapis. C'est ainsi que j'éprouvai un jour la première émotion sensuelle. Je l'identifiais instinctivement aux affres de la mort et, dès lors, à chaque voyage, je convins de mourir noyé dans un océan vague où le souvenir des vers d'Océanonox, oh, combien de marins, combien de capitaines qui sont partis joyeux vers des rives lointaines, lus par hasard dans un livre dérobé, se mêlait à l'épuisante volupté. Alors, quelques commentaires sur ce texte. Donc, vous comprenez que Desnos, enfant, fils unique, c'est important pour le comprendre, donc jouait seul sur le parquet et, comme font tous les enfants, se racontait des histoires, et lui se racontait des histoires de marins, et vivait donc des sortes de naufrages héroïques, et c'est pourquoi il fait référence à la fois au vengeur et à la méduse. Le vengeur, c'est un navire de guerre français qui a été coulé par la marine anglaise et qui a donné lieu à toute une mythologie patriotique. Et puis la Méduse, on la connaît pour le célèbre radeau de la Méduse. Ce sont donc deux naufrages particulièrement fameux dont un enfant entendait forcément parler à l'école ou dans ses lectures. Ensuite, vous avez reconnu les vers célèbres de Victor Hugo, ce sont sans doute ses vers les plus célèbres, ô combien de marins, combien de capitaines, donc extrait de ce grand poème Océanonox, qui parle justement de l'héroïsme des marins et du drame des naufrages. Mais le plus important dans ce texte est la manière dont Robert Desnos relie sa découverte de la sexualité et ce jeu sur les naufrages maritimes. Si bien que, indique-t-il, pour lui, finalement, la volupté même correspond dans son imaginaire à des images de naufrage. Il y a une érotisation du naufrage chez Robert Desnos, et pas seulement du naufrage métaphorique, ce qui fait que pour lui, l'amour est une sorte d'attrait de la mort, aussi bien, mais aussi dans sa dimension la plus concrète. Le bateau qui fait naufrage, c'est une image profondément érotisée par Robert Desnos. On comprend donc pourquoi il appelle Yvonne Georges l'étoile de mer, d'autant que, rappelez-vous, elle chantait des chansons de marins, notamment dans son répertoire. Donc ça, c'était pour expliquer ce surnom que Robert Desnos donne lui-même à Yvonne Georges, l'étoile de mer. D'ailleurs, je le dis en passant, il a écrit un poème qui s'appelle L'étoile de mer et qui a inspiré au photographe et cinéaste surréaliste Man Ray un court-métrage très étrange dans lequel d'ailleurs on peut apercevoir Robert Desnos. Je vous invite à le regarder, cela se trouve très facilement. Donc L'étoile de mer de Man Ray, d'après un poème de Robert Desnos. Je vous en montre là quelques images, je trouve assez belles et très suggestives. Mais à présent, j'aimerais que nous nous attardions donc sur le second poème que j'ai choisi de lire avec vous, second poème également dédié donc à Yvonne Georges. Je vous rappelle que ce poème se trouve dans une suite nommée À la mystérieuse, suite qui elle-même se trouve, a été reprise dans un grand recueil de 1930 qui s'appelle Corps et biens. Alors la dernière fois nous avions lu ce magnifique poème « J'ai tant rêvé de toi ». Aujourd'hui j'aimerais que nous nous attardions sur cet autre poème « Non, l'amour n'est pas mort ». Alors je commence par vous lire ce poème également tout à fait poignant, même s'il est parfois peut-être un peu ambigu, un peu énigmatique dans certaines de ses allusions. Non, l'amour n'est pas mort.
Non, l'amour n'est pas mort en ce cœur et ces yeux et cette bouche qui proclamaient ses funérailles commencées. Écoutez, j'en ai assez du pittoresque et des couleurs et du charme. J'aime l'amour, sa tendresse et sa cruauté. Mon amour n'a qu'un seul nom, qu'une seule forme. Tout passe, des bouches se collent à cette bouche. Mon amour n'a qu'un nom, qu'une forme. Et si quelque jour tu t'en souviens, ô toi, forme et nom de mon amour, un jour sur la mer, entre l'Amérique et l'Europe, à l'heure où le rayon final du soleil se réverbère sur la surface ondulée des vagues, ou bien une nuit d'orage sous un arbre dans la campagne ou dans une rapide automobile, un matin de printemps, boulevard Malesherbes, un jour de pluie, à l'aube avant de te coucher, dis-toi, je l'ordonne à ton fantôme familier que je fus seul à t'aimer davantage et qu'il est dommage que tu ne l'aies pas connu. Dis-toi qu'il ne faut pas regretter les choses. Ronsard, avant moi, et Baudelaire ont chanté le regret des vieilles et des mortes qui méprisèrent le plus pur amour. Toi, quand tu seras morte, tu seras belle et toujours désirable. Je serai mort déjà, enclos tout entier en ton corps immortel, en ton image étonnante présente à jamais parmi les merveilles perpétuelles de la vie et de l'éternité, mais si je vis, ta voix et son accent, ton regard et ses rayons, l'odeur de toi et celle de tes cheveux et beaucoup d'autres choses encore vivront en moi qui ne suis ni Ronsard ni Baudelaire, moi qui suis Robert Desnos et qui pour t'avoir connu et aimé les vaut bien. Moi qui suis Robert Desnos pour t'aimer et qui ne veux pas attacher d'autres réputations à ma mémoire sur la terre méprisable. Alors, pour commencer, j'ai rapidement situé ce poème donc, dans cette section dédiée à la mystérieuse. Quelques remarques sur son écriture. Tout d'abord, une écriture peut-être encore plus que dans le cas de J'ai tant rêvé de toi, marquée par l'irrégularité. Vous avez vu des vers, donc des vers libres, mais des vers libres parfois extrêmement brefs, un jour de pluie, 4 syllabes, et puis parfois le vers s'allonge tellement qu'il devient un long verset, je serais mort déjà, enclos tout entier, en ton corps immortel, etc. Et il me semble que le poème doit cette analité très particulière à ces ruptures de rythme, très sciemment provoquées par Robert Desnos, et qui, il me semble, traduisent parfaitement l'état d'esprit tourmenté du poète. Pensez à un poème comme La mort des amants de Baudelaire, un poème qui est tout d'harmonie, où l'équilibre du couple est traduit par la perfection formelle et son caractère très symétrique. Nous aurons des lits pleins d'odeurs légères, des divans profonds comme des tombeaux, etc. Ce poème de Baudelaire, j'y pense parce que il me semble que là c'est un cas où l'équilibre entre les amants suscite une forme elle-même très apaisée, très équilibrée. Ici, c'est exactement le contraire. On devine que cette relation, pour le coup tumultueuse, de Robert Desnos et d'Yvonne Georges ne peut être traduite que par ce poème au rythme changeant, instable. Et puis cette instabilité du rythme renforce, il me semble, l'oralité du poème. Une oralité qui est désignée déjà par ce nom initial, et doublement initial, puisque c'est le premier mot du titre et le premier mot du poème, mais aussi dans le deuxième vers, ce écouter, écouter qui semble donc renvoyer au caractère oral du poème, un poème fait pour être entendu, même si nous le lisons, clairement c'est un poème qui demande à résonner en nous-mêmes, comme si c'était une voix qui nous parvenait. Et sans doute cette oralité est aussi, pour Robert Desnos, une manière de se démarquer de Ronsard.
et Baudelaire, mais nous allons revenir tout à l'heure sur cette double référence, et évidemment se demander pourquoi précisément ces deux poètes sont choisis par Robert Desnos, non pas comme référence, non pas comme autorité, mais presque comme repoussoir. Ce nom semble aussi viser Ronsard et Baudelaire. Et on verra que à travers Ronsard et Baudelaire, c'est une certaine conception de l'amour et plus encore du discours amoureux qui est refusé par Robert Desnos. Je remarque aussi que le poème est construit en 3 grands mouvements, même si l'enchaînement de ces mouvements est très fluide, il n'y a pas de rupture marquée dans le texte. Néanmoins, on peut distinguer une première partie qui s'achève avec l'apparition, on a envie de dire, l'irruption d'une deuxième personne. Au début, elle est tout à fait absente du texte, à part évidemment ce écouter, cet impératif qui semble s'adresser à des auditeurs qui aussi bien sont des lecteurs. Mais la deuxième personne du singulier, elle intervient soudainement. Et si quelques jours tu t'en souviens. Voilà, donc il me semble que la deuxième partie du poème, le deuxième mouvement du poème, commencerait avec ce vers. Et puis, peut-être peut-on distinguer un troisième mouvement à partir du « dis-toi qu'il ne faut pas regretter les choses », parce que précisément c'est là qu'interviennent Ronsard et Baudelaire, et que le sens du poème peut-être se précise. Mais ça, bien sûr, nous y reviendrons dans notre lecture qui précisément essaiera de s'interroger sur ce dialogue avec une certaine tradition poétique, mais une tradition poétique, on l'a vu, qui, en toute logique surréaliste, est ici rejetée, est ici désavouée. Comme je vous le disais, ce nom initial semble aussi rejeter Ronsard et Baudelaire, du moins un certain Ronsard et un certain Baudelaire. Votre pape Robert Desnos était un lecteur de Baudelaire, et ce n'est pas toute sa poésie qu'il refuse en réalité. Alors ce titre, tout d'abord, non, l'amour n'est pas mort. Ce titre qui, comme je vous le disais, semble annoncer le jeu sur l'oralité qui caractérisera ce poème avec ce nom initial. Par ailleurs, peut-être pourrait-on relever une certaine ambiguïté. Non, l'amour n'est pas mort. On comprend, c'est le sens le plus évident, que l'amour est encore vivant, que l'amour n'est pas menacé, que l'amour persiste. Si on entend mort comme adjectif, peut-être aussi peut-on l'entendre comme une sorte de substantif. L'amour n'est pas la mort, un refus d'identifier force amoureuse et force de mort, même si il faut bien dire que dans le cas de Robert Desnos, ce serait une dénégation qu'on pourrait remettre en doute, tant on l'a vu d'ailleurs avec le poème Destinée arbitraire, ces années où sa vie est dominée par cette passion pour Yvonne Georges sont aussi des années où des pensées suicidaires l'obsèdent, et où cette passion est aussi une manière d'être entraîné vers la mort, même si ici il semble résister à cette idée. Enfin, on y reviendra, cette mort, elle est bien présente, elle est même tout à fait obsédante à la fin du texte. Et puis ce titre est repris et prolongé, expliqué, si l'on peut dire, par le premier vers du poème. Comme dans J'ai tant rêvé de toi, la première phrase du poème reprend en le développant le titre du même texte. Alors, donc ce premier vers, non, l'amour n'est pas mort en ce cœur et ses yeux et cette bouche qui proclamait ses funérailles commencées. Alors vous voyez que déjà, à la fois l'oralité et l'exaltation de ce poème amoureux sont particulièrement bien traduites par cette énumération et cette conjonction de coordination qui la relance, en ce cœur et ses yeux et cette bouche. Alors, quel est le référent? De quel cœur, de quels yeux, de quelle bouche parle-t-il ici? Il me semble qu'on peut identifier sans doute
cette personne à la destinataire de la deuxième personne du singulier. Hein. Il me semble que dans tous les cas, il s'agit clairement de la femme aimée. D'ailleurs, quand il dira des bouches se collent à cette bouche, c'est visiblement de la bouche de la femme désirée, vainement désirée, et qui s'abandonne avec d'autres que lui, hein, qu'il sera fait allusion. Donc il me semble que c'est bien cette mystérieuse hein, à laquelle appartiennent ce cœur, ces yeux et cette bouche. Alors écoutez, je veux dire que je suis un peu perplexe pour expliquer ce vers qui peut-être fait référence à des paroles d'une chanson d'Yvonne Georges, hein, dont je ne connais pas tout le répertoire. Parce que pourquoi cette bouche proclamait les funérailles commencées de l'amour? Il me semble qu'il a sans doute une allusion qui nous échappe. Ensuite, le deuxième vers hein, adresse direct à ce lecteur-auditeur. Hein. Écoutez, c'est nous qui écoutons les mots de Robert Desnos en les lisant. Donc cette adresse au lecteur semble déjà écarter toute une certaine conception de l'amour. Hein. Je parlais d'une certaine tradition du discours amoureux. Là, c'est aussi toute une conception de l'amour qui est refusée à travers le pittoresque, les couleurs, le charme, tout ce qui pourrait rendre finalement l'amour plaisant, l'amour agréable, mais aussi dénué de l'intensité qui, on l'a compris, pour Robert Desnos, passe nécessairement par la douleur. Hein. Donc cette vision, je dirais, peut-être apaisée, heureuse, sans conséquence de l'amour est rejetée très violemment par ce « j'en ai assez ». Là aussi, on reconnaît comme un geste surréaliste hein, dans ce refus de s'inscrire dans une certaine tradition, hein, ce « j'en ai assez ». Et effectivement, le poème qui va suivre ne correspondra en rien à ce qu'une certaine tradition du poème amoureux aurait pu nous laisser attendre. À cela, le troisième vers hein, oppose la tendresse et la cruauté de l'amour. Hein, après cette affirmation, on pourrait dire tautologique, hein, j'aime l'amour, hein, mais donc sa tendresse et sa cruauté. Hein. Par cruauté, on reconnaît là non pas tant le désir d'exercer une cruauté que celui d'en être victime. Hein. Encore une fois, il y a là une quête et une célébration de la douleur amoureuse hein, qui nous permettent de comprendre ce terme de cruauté hein, en fin de vers. Et puis, vous remarquez comme ce vers se donne à entendre, justement, hein, par le jeu des allitérations successives. Hein. J'aime l'amour, pour commencer, hein, et ensuite, à la fois la percussion des dentales et les sifflements, hein, sa tendresse et sa cruauté. Hein. Donc des vers qui résonnent et qui, effectivement, se donnent à écouter, hein, selon le terme du deuxième vers. Mon amour n'a qu'un seul nom, qu'une seule forme. Donc il y a des conceptions de l'amour, comme je vous le disais, disons agréable, plaisant, hein, est opposée ici une forme d'amour absolu, hein, exclusif, hein, avec cette répétition de un seul. Alors, j'ouvre une parenthèse, hein, parce que c'est tout à fait intéressant. J'ai intitulé donc, cette série de lectures de poèmes de Robert Desnos, de l'étoile de mer à la sirène. Et je crois avoir déjà fait allusion au fait que Robert Desnos changera de conception de l'amour, qu'il aimera aussi une autre femme. Hein. Et donc ce vers résonne forcément bizarrement, et on pourrait se dire, ah bah, Robert Desnos s'est-il renié, a-t-il oublié qu'il avait écrit « Mon amour n'a qu'un seul nom, qu'une seule forme ». Pas vraiment. On verra que justement Robert Desnos intégrera ce souci d'un amour exclusif, d'un amour unique, à ce qui pourrait apparaître comme une deuxième passion pour une autre femme. Enfin, j'y reviendrai, je trouve que c'est une question tout à fait intéressante.
comment être en accord avec soi-même, comment être en accord avec ce qu'on a écrit quand la vie nous appelle ailleurs. Il me semble que c'est une vraie question poétique, proprement poétique, qui se pose là. Et donc, nous essaierons de comprendre comment Robert Desnos a pu surmonter cette apparente contradiction. Puis ce vers assez désabusé, qui semble un peu casser la tonalité du texte, tout passe, des bouches se collent à cette bouche. Comme un regard amer, un peu désespéré sur la réalité, mais précisément, vous avez vu comment ce vers est encadré par l'affirmation presque identique. Mon amour n'a qu'un seul nom, qu'une seule forme, et ensuite, mon amour n'a qu'un nom, qu'une forme. Comme s'il s'agissait finalement de répliquer à cette réalité désolante où tout passe, où des bouches se collent à cette bouche. Donc, comme s'il s'agissait de répliquer à cette réalité décidément trop grise par ce serment qu'on se fait à soi-même, par ce culte d'un amour absolu, terriblement exigeant sans doute, mais qui au moins donne justement cette absolu que l'ensemble des surréalistes a toujours cherché, mais auquel Robert Desnos donne une direction particulière. Donc, à cette conception d'un amour fuyant, mortel, tout passe, à cette conception d'un amour qui accepterait différents objets, des bouches se collent à cette bouche. Ça n'est pas une bouche se colle à cette bouche, ce sont bien des bouches qui se collent à cette bouche. Donc c'est une conception de l'amour qui est doublement rejetée, à la fois pour son caractère éphémère, tout passe, et c'est pourquoi, pour effacer cela, que serait repris, tel un serment, cette répétition me semble très, très suggestive, comme s'il s'agissait aussi de se convaincre soi-même. Mon amour n'a qu'un nom, qu'une forme, reprise presque identique du vers que nous avions lu tout à l'heure. Ici, ce qui va être assez beau, c'est la manière dont le poème va se relancer après cette répétition qui aurait pu être enraînement de la parole, bégaiement en quelque sorte, piétinement si vous voulez. Et le poème se relance avec ce « et », mais ce « et » qui surtout va permettre d'introduire soudainement dans le texte le toi, la deuxième personne, et c'est bien par cette deuxième personne que le poème va progressivement trouver toute son ampleur, comme si l'autre, justement, de l'autre venait le souffle qui va progressivement amplifier les phrases et communiquer au texte tout son lyrisme, un lyrisme donc qui ne devra rien au pittoresque ou au charme ou aux couleurs. Donc ce tu, ce sera « et si quelques jours tu t'en souviens ». Alors, il y a peut-être quelque chose d'assez pathétique dans ce vers « et si quelques jours tu t'en souviens » et si elle ne s'en souvenait pas, et s'il était simplement emporté par l'oubli, ou bien son seul espoir est-il de n'être jamais qu'un souvenir pour cette femme. Il me semble qu'il y a un sous-entendu dans ce vers qui le rend assez douloureux et assez poignant. Poignant parce que le vers suivant identifie la deuxième personne avec son amour, ô toi, forme et nom de mon amour. Donc, nouvelle répétition, dans le sens où nouvelle variation du vers, mon amour n'a qu'un seul nom, qu'une seule forme. Manière de dire, il porte son nom, c'est ce toi dont je préserve le caractère mystérieux. Vous vous rappelez que c'est le titre de la section, à la mystérieuse. Donc une manière d'identifier le toi tout en maintenant voiler son identité. Alors vous pourriez peut-être vous dire, si l'identité du tu est à ce point voilée dans le texte, pourquoi est-ce que j'identifie de manière aussi
aussi assuré, le référent de la deuxième personne est Ivan George. On va y revenir, vous verrez que Robert Desnos nous a laissé une sorte d'étrange indice qui fait que tout en préservant le mystère de cette femme, il nous a tout de même permis d'en trouver l'identité. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Le poème présente ensuite une succession d'hypothèses correspondant à ce « si tu t'en souviens ». Oui, mais à quel moment, en quel endroit? Et c'est pour Robert Desnos l'occasion d'imaginer l'autre au futur. Vous voyez qu'il y a un dispositif intéressant puisqu'il anticipe sur le souvenir de l'autre pour pouvoir rêver à son futur. Comme si décidément les temps avaient du mal à se rencontrer, comme si décidément un présent commun devait leur être refusé. Alors vous voyez que ces différentes hypothèses sont extrêmement variées, parfois extrêmement vagues, sur la mer entre l'Amérique et l'Europe, à la faveur, on l'imagine, d'une tournée de la chanteuse, mais enfin on ne fait pas plus vague, ou bien cela peut être un endroit assez précis, un matin de printemps, boulevard Malesherbes, ou bien ça peut être une indication temporelle très précise, une condition météorologique plus ou moins vague, un jour de pluie, une nuit d'orage, mais peu importe, on sent bien que ce qui compte ici, c'est le foisonnement d'idées, tout cet imaginaire de l'autre au futur, et que c'est vraiment cela que Robert Desnos nous fait entendre comme une forme de jubilation. Alors jubilation douloureuse évidemment, si je peux oser cette espèce d'oxymore, mais tout de même il y a chez Robert Desnos, il le dit lui-même, une forme de délectation à souffrir. C'est pour ça il me semble qu'on peut parler malgré tout de jubilation dans cette pensée finalement assez pathétique, cette anticipation sur ce que deviendra l'autre quand peut-être elle se souviendra de lui. Parce que cette succession d'hypothèses s'étend sur 5 vers, dont un particulièrement long, mais on devine que l'énumération pourrait tout aussi bien continuer, qu'il y a une sorte d'impossibilité, de l'exhaustivité dans toute cette imagination de l'avenir de l'autre. Alors quelques remarques sur ces hypothèses. On retrouve, ça n'est pas pour surprendre, vous l'avez compris chez Robert Desnos, une association entre une image de mort et l'image de la mer. Je fais référence à l'heure où le rayon final du soleil se réverbère sur la surface ondulée des vagues. Donc d'un côté, les vagues de la mer, et de l'autre côté, ce soleil couchant, ce dernier rayon du soleil, qui ne manque pas évidemment de faire sens métaphoriquement. Donc toujours cette association, disons, fantasmée chez Robert Desnos de la mer, de la mort et de l'amour. Il y a là un effet de paronomase extrêmement significatif pour Robert Desnos, mer, amour et mort. Vous notez aussi cette rapide automobile dont la seule mention suffit à dérouter, si on peut dire, ce poème par rapport à une certaine tradition lyrique. Il est bien évident qu'il n'y a de rapide automobile ni chez Ronsard ni chez Baudelaire, auquel il se prépare à faire référence dans la suite du texte. Et puis la mention du boulevard Malesherbes. Le fait que le nom précis du boulevard parisien soit nommé me fait penser à ces pages de Nadja d'André Breton dont nous parlerons prochainement.
Ces pages où André Breton a le souci également d'identifier les lieux parisiens. Hein. Et Dieu sait que Paris a été pour tout ce groupe surréaliste un lieu, je dirais, un lieu mythifié, hein, un lieu, j'en parlais la dernière fois, le lieu de leurs aventures, un lieu qu'ils s'emploient à faire exister dans leurs textes. On pense aussi aux paysans de Paris, d'Aragon, évidemment. À l'aube, avant de te coucher, voilà qui confirmerait hein, l'identité du tu, hein, à savoir Yvonne Georges, hein, dont on sait la vie nocturne très agitée et qui effectivement se couchait à l'aube. Mais ce n'est pas ça qui importe, il me semble. Ce qui importe pour Robert Desnos, c'est saisir ce moment de l'entre-deux, ce moment entre la veille et le sommeil, ce moment où la réalité bascule dans le rêve. Hein. Donc il est assez normal que ce soit ce moment-là précisément qui referme cette succession d'hypothèses. Hein, cette allusion au moment où l'on se couche et où donc on va s'endormir et se laisser entraîner vers les rêves. Hein. Comme on l'a compris, hein, Robert Desnos se laisse entraîner vers les rêves pour retrouver ce fantôme, hein, on l'a vu avec J'ai tant rêvé de toi, et il va y revenir au vers suivant à ce fantôme. Dis-toi, je l'ordonne à ton fantôme familier que je fus seul à t'aimer davantage. Après ce dis-toi, hein, il y a cet étrange je l'ordonne à ton fantôme familier, hein, où on retrouverait comme une foi en une vertu magique de la parole, comme si un ordre donné à un fantôme, comprenons à un fantasme, pouvait agir sur la réalité même. Et puis ce fantôme familier, j'oserais dire que nous le connaissons déjà. Hein, ce fantôme familier, c'est celui dont il était question dans J'ai tant rêvé de toi, que nous avions lu la dernière fois. Hein, je vous rappelle, j'ai tant rêvé de toi, tant marché, parlé, couché avec ton fantôme. Hein, ce fantôme familier, c'est donc bien ce fantasme de l'autre douloureusement absent. Alors sinon, je fus seul à t'aimer davantage et qu'il est dommage. Et c'est comme si la logique de la rime, après davantage, faisait advenir ce dommage, il est dommage, qui semble orienter le poème vers la voie du regret. Hein. Et ce serait peut-être une autre manière d'agir sur autrui que de lui faire éprouver des regrets. Hein. Il me semble que là, le poème commence à emprunter une voie où semble, parce que précisément nous connaissons certains poèmes d'amour déjà écrits, hein, nous anticipons, nous pourrions nous dire « Ah, il lui dit qu'il est dommage », il va donc développer un discours, une argumentation pour lui faire éprouver des regrets. Et anticiper sur des regrets futurs, c'est évidemment une manière d'espérer agir dans le présent même, pourrait-on dire. Sauf que la suite va totalement démentir cette direction-là du texte, cette direction attendue du texte. Ça va même être tout le contraire. Hein. Dis-toi qu'il ne faut pas regretter les choses, écrit le vers suivant, comme si le poète refusait cette tentation d'agir sur les regrets de l'autre. Hein, il préférait finalement sa douleur présente à cette satisfaction, on va le voir, jugée mesquine finalement, d'essayer d'obtenir quelque chose par un certain type de discours. Alors quel discours ? Ronsard avant moi et Baudelaire ont chanté le regret des vieilles et des mortes. Comprenons qu'il y a ici une double allusion de Robert Desnos, hein, une allusion à deux poèmes assez célèbres de la poésie française. Hein, le poème de Ronsard, tout d'abord, hein, ce poème qui s'inscrit dans une certaine tradition, on pourrait dire, du Carpe diem, hein, cueille le jour, le fait de profiter du moment présent. Alors c'est une tradition qu'on trouve évidemment dans le célèbre poème Mignonne, allons voir si la rose, mais qu'on trouve sous une autre forme peut-être dans le fameux sonnet à Hélène que je voudrais vous lire. Alors c'est évidemment un poème
très connu, mais je crois qu'il faut l'avoir vraiment bien en tête pour comprendre l'enjeu des derniers vers du poème de Desnos. Quand vous serez bien vieille, au soir, à la chandelle, assise auprès du feu, dévidante et filant, direz, chantant mes vers en vous émerveillant, Ronsard me célébrait du temps que j'étais belle. Lors vous n'aurez servante oyant telle nouvelle, déjà sous le labeur à demi sommeillant, qui au bruit de Ronsard ne saille réveillant, bénissant votre nom de louange immortelle. Je serai sous la terre et, fantôme sans eau, par les ombres myrteux je prendrai mon repos. Vous serez au foyer une vieille accroupie, regrettant mon amour et votre fier dédain. Vivez si m'en croyez, n'attendez à demain, cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Alors vous voyez que ce poème est extrêmement intéressant sur mon rapport avec celui de Robert Desnos, puisque là aussi Ronsard anticipe sur un moment à venir, et précisément un moment où celle qu'il aime se souviendra de lui. Et on comprend bien que cette anticipation vise en réalité à agir sur le présent même. Donc on voit très clairement que Robert Desnos s'était en quelque sorte engagé dans cette voie par cette anticipation du souvenir futur. Ce « je l'ordonne à ton fantôme familier » semblait également suggérer une action de la parole pour agir sur la réalité, et finalement non, le poème l'esquive. Il ne faut pas regretter les choses, et la distance va être prise justement par rapport à ce double modèle de Ronsard, on le voit, et de Baudelaire, on va le voir. Vous avez remarqué le terme de fantôme, je serai sous la terre et fantôme sans eau. Et ça annonce en quelque sorte la suite du texte, où Robert Desnos également va s'imaginer mort. Mais avec un tout autre enjeu, on va le voir. Et puis, dernière chose, vous voyez que par deux fois, Ronsard inscrit son propre nom dans le poème. Donc, dirait, Ronsard me célébrait du temps que j'étais belle, qui au bruit de Ronsard ne saille réveillant. Et donc Robert Desnos va reprendre finalement cette manière de signer un peu orgueilleusement, sauf que dans le cas de Robert Desnos, c'est évidemment avec beaucoup d'ironie, donc cette manière de signer son poème à l'intérieur même du texte. Maintenant, vous voyez surtout que ce poème est un poème cruel. C'est un poème qui force l'autre à avoir l'image de soi la plus dégradée, avec l'espoir d'obtenir ses faveurs. En réalité, c'est bien cela que dit ici le texte. Et certes, Robert Desnos a écrit qu'il aime l'amour, sa tendresse et sa cruauté, mais comme je vous le disais, ça n'est pas une cruauté à exercer, c'est bien plutôt une cruauté à subir, et c'est comme si là, il refusait cette cruauté du poème de Ronsard, qui complaisamment met l'autre en face de son image vieillie et délabrée. D'ailleurs, vous voyez bien le dernier vers, cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. C'est donc bien la preuve que si ce poème s'écrit essentiellement au futur, il vise à agir sur le présent. Mais alors, et Baudelaire ? Bien, Baudelaire, c'est un peu la même chose, mais comme il s'agit de Baudelaire, on ne va pas s'étonner que le jeu soit encore plus cruel, si on se reporte à un poème des Fleurs du Mal qui s'intitule Remords. Alors ce n'est pas remords tardif, ce n'est pas remords de la vieillesse, comme dans le cas de Ronsard. Non, ça va être beaucoup plus macabre, puisque le poème va s'intituler Remords posthumes. Alors je vous lis cet autre sonnet, puisqu'il s'agit d'un sonnet extrait donc des Fleurs du Mal. Remords posthumes. Lorsque tu dormiras, ma belle ténébreuse, au fond d'un monument construit en marbre noir, et lorsque tu n'auras pour alcôve et manoir qu'un caveau pluvieux et qu'une fosse creuse, quand la pierre, opprimant ta poitrine peureuse, et tes flancs qu'assouplit un charmant nonchaloir, empêchera ton cœur de battre et de vouloir, et tes pieds de courir leur course aventureuse,
le tombeau, confident de mon rêve infini, car le tombeau toujours comprendra le poète, durant ces grandes nuits d'où le somme est banni, te dira « Que vous sert, courtisane imparfaite, de n'avoir pas connu ce que pleurent les morts ?» Et le ver rongera ta peau comme un remords. Alors vous le voyez, poème encore plus cruel, hein, puisque là, il s'agit de confronter l'autre, non plus à son image vieillie, mais à son image dans la tombe. Hein. C'est l'image de la mort qui est très complaisamment développée ici par Baudelaire, et on le comprend là aussi avec cette idée d'agir sur la réalité ou bien d'exprimer l'amertume, hein, de celui qui a été rejeté. Donc là encore, ce pourrait être un modèle pour Robert Desnos, hein, confronter l'autre à une anticipation des regrets. Hein. Vous l'avez compris, soit quand tu seras vieille pour le cas de Ronsard, soit quand tu seras morte pour ce qui est de Baudelaire. Il y a donc chez Robert Desnos comme un refus, vous voyez, d'abîmer son amour, d'abîmer la forme de son amour, comme une manière de refuser justement que tout passe. Hein. Cette image de la femme aimée, hein, il y a ce souci de la préserver et d'opposer à la fois au temps qui passe avec Ronsard ou à la fatalité de la mort avec Baudelaire, une image d'éternité, hein, et c'est bien ce que vont faire les vers suivants. Donc, toi, quand tu seras morte, tu seras belle et toujours désirable. Hein. Vous voyez que l'hypothèse de la mort de l'autre, on pourrait dire c'est comme dans le poème de Baudelaire, alors, sauf que non, la mort est immédiatement refusée dans sa réalité, puisque à cette idée de la mort est immédiatement opposée la double idée d'une beauté et d'un caractère désirable qui survivrait justement à cette mort. Hein. D'où un éclaircissement donné au titre « Non, l'amour n'est pas mort », comme si l'amour devait triompher de la mort par cette sorte de promesse d'éternité, hein, qu'il nous présente. Encore une fois, on voit comment Robert Desnos, tout en refusant une certaine tradition poétique, ici avec Ronsard et Baudelaire, s'inscrit clairement dans une certaine tradition romantique. De toute manière, il y a des liens évidents, hein, entre le romantisme du XIXe siècle, que ce soit le romantisme français ou allemand, et le surréalisme autour d'André Breton. Et puis le vers suivant, avec ce « je serai mort déjà », hein, affirme un refus de survivre à l'autre. Hein. Un refus, ici, ça me semble extrêmement notable, j'allais dire un refus qui se fait entendre. Parce que ici, il y a une percussion des dentales qui est extrêmement frappante, hein, comme s'il s'agissait d'appuyer d'autant plus les mots. Hein. Enclos tout entier en ton corps immortel, en ton image étonnante présente. Hein. Et c'est un effet très appuyé, comme pour souligner cette conviction, ce refus finalement d'être tenté par d'autres voix, hein, ces voix que présentaient Ronsard et Baudelaire. Alors certes, à la fin du vers, vous voyez cette hypothèse, mais si je vis, hein, qui pour nous prend forcément une résonance troublante, parce que pour anticiper un peu sur la suite de l'histoire, c'est ce qui va se passer. Hein. Robert Desnos survivra finalement à Yvonne Georges, mais on voit que immédiatement, cette hypothèse n'est mentionnée que pour affirmer encore une survie de l'autre, malgré tout, comme une forme d'éternité de l'autre, comme si l'absolu de l'amour valait pour éternité, comme si l'absolu de l'amour suffisait à nier la mort, hein, puisque c'est bien ça l'enjeu du texte. Non, l'amour n'est pas mort. C'est pour ça que je vous disais, le mort peut s'entendre comme un substantif. Non, l'amour
n'est pas la mort, elle nie l'amour, nie la mort en quelque sorte. Alors c'est ce qui est exprimé par l'odeur de toi et celle de tes cheveux et beaucoup d'autres choses encore vivront en moi, hein, cette éternité de l'autre. Vous voyez de nouveau cette énumération qui est relancée, hein, l'odeur de toi et celle de tes cheveux et beaucoup d'autres choses encore. Et c'est ce qui justifie cette insistance assez étonnante sur le moi. Hein, parce que les poèmes pour Yvonne Georges, hein, le titre de la section le dit bien, sont tout tendus vers une destinataire, à la mystérieuse. Ces poèmes sont autant d'adresses à l'autre. Hein. Et là, au contraire, il y a cette très forte insistance sur moi. Hein. On voit que ce moi est mis en valeur, d'abord ce premier moi est mis en valeur par sa position en toute fin de vers, et qu'il est repris en début du vers suivant, en moi qui ne suis ni Ronsard ni Baudelaire, qu'il est encore repris au vers suivant, moi qui suis Robert Desnos, hein, et un peu après on retrouvera moi qui suis Robert Desnos. Hein, une très forte affirmation du jeu, et puis alors là un jeu clairement autobiographique, hein, puisqu'il il désigne son propre nom, ce Robert Desnos, donc on ne peut pas s'y tromper. Mais justement l'affirmation de soi ici n'a d'autre valeur, c'est ce que suggère en tout cas Robert Desnos, que d'affirmer l'autre. Hein. La seule valeur que le sujet ici se reconnaît, hein, c'est Robert Desnos, la valeur qu'il se reconnaît, eh bien, c'est d'avoir aimé celle qu'il a aimée, et de l'avoir davantage aimée qu'un Ronsard aura aimé Hélène. Vous vous rappelez, si Ronsard affirmait assez orgueilleusement son nom dans le texte du sonnet, hein, c'était par rapport à sa gloire poétique. Hein. Mais là, Robert Desnos, justement, c'est ça le renversement final, le dit bien, si lui, Robert Desnos, s'affirme autant dans son texte, par la récurrence des moi, hein, comme par l'inscription de son nom, ça n'est certainement pas par rapport à une quelconque gloire poétique. Non, c'est par rapport à l'intensité de son amour qui, dans la perspective qui est celle de Robert Desnos, est finalement le vrai critère, parce qu'un critère existentiel. Je crois vous avoir déjà cité la phrase qu'André Breton écrit dans le manifeste du surréalisme en 1924. Il écrit qu'on se donne seulement la peine de pratiquer la poésie. Et je dirais que pour Robert Desnos, c'est ça la pratique de la poésie. En tout cas, ces années-là, telle est sa pratique de la poésie. Cette quête d'un absolu amoureux, hein, qui doit l'emporter sur toute autre considération. On le voit bien avec l'avant-dernier vers, hein, ce « moi qui suis Robert Desnos pour t'aimer ». Comme un refus finalement d'exister autrement, d'exister sur un autre plan, hein, que ce plan de la ferveur amoureuse. Alors vous voyez que c'est finalement un poème assez ambigu, hein, un poème qui s'écrit contre certains poèmes, un poème dont le sens semble un peu hésiter, hein, au cours de son déploiement. Mais j'aimerais surtout m'intéresser d'une part, hein, à cette... Enfin, malgré la puissance de la négation, non, l'amour n'est pas mort, il n'empêche, hein, on devine bien comment dans ces poèmes, toujours une certaine imagination de la mort se mêle à la passion amoureuse. Mais je reviens à ce que je disais pour commencer, hein, sur l'écriture même du texte, bon, dont on a vu le caractère extrêmement changeant grâce au vers libre, dont on a vu aussi tout le jeu sur l'oralité. Hein. J'ai souligné un certain nombre de jeux phonétiques qui contribuent à lui donner ce caractère très oral. Mais il me semble que surtout, l'enjeu d'un tel texte, une fois encore, comme dans « J'ai tant rêvé de toi hein, », « J'ai tant rêvé de toi », vous voyez que la phrase commence par le « je », se termine par la deuxième personne, et là vous voyez également comment le « moi » et le « je » se croisent et s'affirment en permanence. Hein, et c'est comme une manière de faire du poème lui-même
le lieu de cette union qui ne peut être qu'une union fantasmée, une union rêvée. Hein. C'est ça qui me frappe le plus dans cette écriture des poèmes à la mystérieuse. Faire du poème le lieu même de la rencontre impossible. Comme si, dans le poème, pouvaient enfin se croiser le je et le toi, Robert Desnos et Ivan Georges. Mais c'est là que vous pourriez me dire, hein, j'y faisais allusion tout à l'heure, et Ivan Georges. Mais après tout, il n'y a que le nom de Robert Desnos dans ce poème. Hein. On y chercherait en vain celui d'Ivan Georges, il n'y a qu'un toi, hein, sans identité. Alors, cette objection est juste, néanmoins, on trouve dans le même recueil Corps et Biens cet étrange poème que j'aimerais regarder un peu avec vous pour conclure. Alors, il s'agit d'un poème qui se situe dans une autre section du même recueil, un poème qui s'appelle Infinitif. Alors c'est un poème, il faut bien dire, assez obscur, mais vous allez comprendre assez vite où je veux en venir. Alors je le lis rapidement. Infinitif. Y mourir aux belles flamèches, y mourir, voir les nuages fondre comme la neige et l'écho, origine du soleil et du blanc pauvre comme Job, ne pas mourir encore et voir durer l'ombre, naître avec le feu et ne pas mourir, étreindre et embrasser, amour fugace, le ciel mat, gagner les hauteurs, abandonner le bord, et qui sait, découvrir ce que j'aime, omettre de transmettre mon nom aux années, rire aux heures orageuses, dormir au pied d'un pin, grâce aux étoiles semblables à un numéro, et mourir ce que j'aime au bord des flammes. Alors je ne vais pas expliquer ce poème, hein. Vous avez remarqué tout de même certaines obsessions insistantes chez Robert Desnos, hein. Et de nouveau la négation qui accompagne la mort et ne pas mourir, qui vient répondre au « y mourir » du premier vers, mais dans tous les cas on voit bien qu'il y a cette pensée lancinante de la mort de poème en poème. Mais l'essentiel, en réalité, est ailleurs. Pour comprendre tout l'enjeu de ce texte, il faut en revenir à ce qu'on peut appeler la tradition du poème acrostiche. Un acrostiche, c'est un poème donc, qui présente une particularité, c'est que si on lit la première lettre, simplement la première lettre de chaque vers, donc si on fait une lecture verticale de la première lettre de chaque vers, eh bien, cela compose soit un nom, soit une phrase. Pour bien me faire comprendre, je vous cite un exemple assez célèbre qu'on trouve dans un poème de François Villon, sa ballade pour prier Notre-Dame, et dont les derniers vers sont « Vous portâtes, digne Vierge, princesse, Jésus régnant qui n'a ne fin ne cesse, le Tout-Puissant, prenant notre faiblesse, laissa les cieux et nous vint secourir, offrit à mort sa très chère jeunesse, notre Seigneur tel est, tel le confesse, en cette foi je veux vivre et mourir. » Bien. Et si maintenant, donc, comme je vous le disais, nous isolons la première lettre de chaque vers et que nous les lisons verticalement, vous voyez apparaître le nom même de Villon. Vous voyez que c'est aussi une manière de signer son poème à l'intérieur même du texte, non pas en citant nommément son nom, mais ici en le faisant figurer de manière un peu cryptée, en quelque sorte, dans la première lettre de chaque vers. Je précise que ça peut être n'importe quel mot, n'importe quelle phrase, évidemment, qui est développée par un acrostiche, donc, mais ça me semble notable par rapport à la suite de ce que je vais dire, que dans cet exemple assez célèbre, François Villon ait écrit son propre nom, grâce à ce procédé. Bien, cela étant dit, revenons au poème infinitif. Revenons au poème infinitif, revenons-y pour observer un procédé finalement assez voisin de celui que je viens de vous dire, sauf qu'ici Robert Desnos subvertit quelque peu le poème acrostiche
puisque son nom ne figure pas à la première lettre de chaque vers, mais comme le suggère derrière le titre, infinitif, la marque de l'infinitif elle est à la fin du verbe, et ici les lettres seront à la fin de chaque vers. Si maintenant donc je les fais apparaître en tant que telles, vous voyez le R, O, B, E, R, T, etc. Le nom de Robert Desnos qui s'écrit en quelque sorte dans le poème de manière cryptée. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout parce que Robert Desnos ne fait pas que jouer en déplaçant donc, de la première lettre vers la dernière, il maintient le jeu pour la première lettre également. Si nous reprenons notre lecture verticale, nous voyons apparaître les lettres Y, V, O, N, N, E, etc. C'est-à-dire le nom d'Yvonne Georges, ce nom qui ne s'écrit pas dans À la mystérieuse, ce nom qui ne s'écrit pas explicitement dans l'ensemble des poèmes qu'elle a inspirés à Robert Desnos, mais qui tout de même figure vous voyez, de manière tout à fait cryptée dans ce texte, comme si Robert Desnos avait eu à cœur tout de même d'inscrire ce nom, et c'est bien pourquoi je me montrais aussi assuré dans ma manière d'identifier le tu avec cette Yvonne Georges. D'ailleurs, cette Yvonne Georges qui pour nous renvoie moins peut-être à une personne réelle qu'un fantasme de Robert Desnos. Il y a une Yvonne Georges qui devient personnage littéraire en quelque sorte, du fait de cette manière qu'a eu Robert Desnos de l'écrire, de la faire vivre dans ses textes, comme ici, avec ce poème, donc doublement acrostiche, si l'on peut dire, ce poème qui, un peu comme Non, l'amour n'est pas mort, semble affirmer un refus de la fin, infinitif. Ce pourrait être une manière de comprendre le titre, en tout cas. Alors la prochaine fois, peut-être plus rapidement, mais j'aimerais tout de même m'expliquer sur le deuxième terme du sous-titre que j'ai choisi, à savoir de l'étoile de mer. Donc vous l'avez compris, l'étoile de mer, c'est un surnom qu'il donne à Yvonne Georges. Et on pense aussi au vers de Ruy Blas de Hugo, ce ver de terre amoureux d'une étoile. Mais donc je n'ai rien dit encore de la sirène qui suivra l'étoile de mer. Et vous verrez qu'il ne s'agit pas seulement de raconter la vie sentimentale de Robert Desnos. Ce n'est pas ça qui nous importe ici. Ce qui nous importe, c'est la manière dont la passion amoureuse s'écrit, la manière dont elle mène Robert Desnos à inventer d'autres formes d'écriture. Et on verra que cette sirène s'écrira en effet bien différemment. Bien, je vous remercie de votre attention et donc nous nous retrouvons pour une prochaine séance où nous parlerons donc de cette mystérieuse sirène.